Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. C'est les vacances, mais ce n'est pas une raison de se reposer sur nos lauriers, car on a encore beaucoup de sujets intéressants à voir ensemble. Et pour cette semaine, j'hésitais entre deux, j'ai fait un petit sondage sur Twitter et la majorité a voté pour un sujet relatif à l'espace. Et je ne vous ai pas choisi n'importe lequel, ils sont super massifs, extrêmement lumineux, ils crachent de violents rayons sur plusieurs centaines de milliers d'années-lumière, alors sans plus attendre, c'est parti pour 10 choses à savoir sur les quasars. S'il y a bien une chose qui a la classe dans l'espace, c'est bien un quasar, mais savez-vous exactement ce que c'est? C'est en fait un trou noir supermassif autour duquel gravite une quantité énorme de matière hyper concentrée dans ce qu'on appelle le disque d'accrétion. Mais ce qui saute surtout aux yeux, ce sont les projections gazeuses qui en ressortent et nous allons voir ce que c'est exactement un petit peu plus loin. Ce qui est important de retenir, c'est qu'un quasar est surtout un noyau actif d'une galaxie, c'est-à-dire qu'il forme une région très compacte et très lumineuse dans le centre de la galaxie qui gravite autour de lui. Donc en résumé, un quasar c'est un trou noir, un disque d'accrétion et des énormes jets de gaz. Et si vous êtes curieux de savoir comment tout ça fonctionne, je vous invite à continuer cette vidéo. La masse de quasar. Alors petit rappel parce que c'est une erreur assez fréquente, la masse n'a rien à voir avec la taille, c'est en fait la mesure de quantité de matière contenue dans un objet. En gros, quand on dit qu'un objet est supermassif, ça peut très bien être un objet d'une taille d'une balle de golf qui pèse plusieurs milliards de tonnes. Mais revenons-en au quasar et sa masse. Alors, pour vous faire une idée plus ou moins claire, on va partir d'un objet qu'on connaît tous, la Terre. Il y a ensuite le Soleil qui a une masse d'environ 330 000 fois celle de la Terre, vient ensuite notre galaxie, la Voie lactée, qui représente environ 210 milliards de fois la masse du Soleil, et entre les deux se situent les quasars qui ont des masses allant de quelques millions jusqu'à plusieurs dizaines de milliards de fois celle du Soleil. Et dernière petite chose importante avant de passer à la suite, il faut savoir que cette masse extrême est due au trou noir qui compose le quasar. En effet, ces derniers font partie des objets les plus massifs connus de l'univers. Alors ici, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, ces énormes rayons qui sont en fait des jets de gaz. Mais d'où viennent-ils et surtout, comment se forment-ils? Eh bien, il faut savoir que le disque d'accrétion tourne à une vitesse très élevée autour du trou noir qui, lui, absorbe la matière la plus proche de son centre. Alors évidemment, ça dégage une énergie de dingue au point qu'il va se développer un champ magnétique perpendiculaire au quasar et ainsi éjecter à une vitesse proche de celle de la lumière une partie des particules de la matière le long de celui-ci. Ce qui formera très rapidement le fameux jet de gaz qui peut atteindre des tailles monstrueuses pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Ah, et une dernière petite chose importante avant de passer au suivant, ces fameux jets de gaz ne partent pas du trou noir, car ce dernier ne laisse rien échapper. Leurs origines se situent plutôt aux bords intérieurs du disque d'accrétion, même si vu comme ça, on a l'impression que ça part pile poil du trou noir. Est-ce que vous avez déjà tenté de regarder le soleil à l'œil nu? J'espère sincèrement que non, parce que c'est ultra dangereux pour les yeux. Alors imaginez si vous pouviez regarder la totalité des 234 milliards d'étoiles qui forment notre galaxie en un seul point. Autant vous dire que ça vous arracherait la rétine, mais ce n'est encore rien du tout par rapport à la lumière émise par certains quasars qui peuvent être jusqu'à 100 fois plus lumineux que la totalité des étoiles de notre galaxie réunies. Cette énorme quantité de lumière vient du fait qu'une gigantesque masse de matière concentrée autour du trou noir subit des énormes frictions, mais pourquoi ne les voyons-nous pas briller autant depuis la Terre? Tout simplement parce que les quasars sont les objets de l'univers les plus éloignés que nous connaissons, c'est pourquoi la plupart sont invisibles, sauf quelques exceptions telles que le quasar 3C273 situé à une distance relativement proche de 2,44 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que si vous avez la chance de l'observer un jour, c'est tel qu'il était il y a plus de 2 milliards d'années. Vous le savez déjà, qui dit quasar dit trou noir. Et un trou noir, c'est gourmand, très gourmand. Ça absorbe absolument tout, y compris la lumière. Son pouvoir d'absorption est tel que certains quasars sont capables d'engloutir 1000 fois plus de matière qu'il y a dans notre soleil en une année terrestre seulement. Ce qui équivaut à une absorption de soleil toutes les 8h45 minutes, ou encore une planète Terre toutes les 0,1 secondes. Soit environ 864 000 fois notre monde par jour. Et mis à part le fait que je saurais désormais quoi répondre le jour où on me dit encore que je mange trop vite, ces chiffres
chiffres ne concernent évidemment que les plus gros quasars. Leurs tailles sont très variables, sur la centaine de mille qui sont recensés à ce jour. Mais sachez que même les plus petits dévorent une quantité astronomique de matière. Allez, un peu d'histoire ne nous fera pas de mal parce qu'il faut savoir que la découverte des quasars, c'est un truc assez récent si on doit la situer sur la ligne du temps des découvertes astronomiques. C'est en 1950 que les premiers quasars pointent le bout de leur nez grâce au radiotélescope qui, comme leur nom l'indique, capte les ondes radio et n'ont donc pas de système optique. Au début, on ne savait pas trop ce que c'était jusqu'en 1960 où un des signaux radio fut associé à un objet visible à l'aide d'un télescope optique. Mais l'objet fut considéré comme une simple étoile lointaine et quasi invisible dans le ciel. 10 ans plus tard, on propose la théorie d'un objet très lointain doté d'un disque d'accrétion lumineux qui finira progressivement par être adopté par l'ensemble de la communauté scientifique. D'ailleurs, c'est ce petit parcours historique qui donnera le nom de quasar, je vous en parle de suite au point suivant. Comme expliqué au point précédent, au début de la découverte des quasars, on ne savait pas trop ce que c'était et on les a baptisés dans un premier temps de la manière la plus subtile qui soit, quasi-stellar radio source, qui signifie en français source radio quasiment stellaire. Et vu que ça faisait un petit peu long, c'est en 1964 que l'astrophysicien chinois Hongyi Chiu utilisera pour la toute première fois le terme quasar afin de rendre plus pratique son écriture d'un article scientifique de la revue Physics Today. Le terme fut rapidement popularisé, sera progressivement adopté au sein de la communauté scientifique, bien que l'on doive son origine à une longue appellation très approximative de l'objet spatial. Si vous avez regardé l'épisode sur la Voie lactée, vous savez qu'il est fort probable qu'un trou noir soit au centre de notre merveilleuse galaxie. Eh bien, il existe une théorie que ce trou noir aurait été autrefois un quasar qui aurait consommé petit à petit l'entièreté de son disque d'accrétion. Et toujours dans le domaine des théories, il serait tout à fait possible que notre trou noir devienne un jour un quasar, et ce, d'ici plusieurs milliards d'années lorsque notre voisine, la galaxie d'Andromède, entrera en collision avec notre Voie lactée. Et étant donné qu'Andromède possède également un trou noir en son centre et que la réunification de nos deux centres galactiques pourrait accumuler suffisamment de matière autour d'eux, on peut s'imaginer une formation d'un nouveau disque d'accrétion pour ensuite donner les puissants jets de gaz qu'on a vu au point numéro 8. Comme vous le savez déjà, les quasars sont une forme de noyau actif de galaxies. Il en existe deux autres, les blazars ainsi que les radiogalaxies. Et bien en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quasiment la même chose. Quasar, un blazar et une radiogalaxie, ce sont tous les trois des noyaux actifs de galaxies, mais vus différemment. Une petite explication s'impose, un quasar est le noyau galactique vu de travers, de sorte à ce que le disque et les jets soient visibles. Le blazar, c'est le même objet, mais vu de face avec le jet de gaz qui pointe directement vers nous. C'est d'ailleurs l'angle de vision, l'objet paraît le plus lumineux. Et enfin, la radiogalaxie, où nous pouvons observer une fois de plus le même objet, mais cette fois de profil. Les jets de gaz sont parfaitement visibles, mais le noyau est masqué par la matière qui l'entoure et, comme vous pouvez vous en douter, c'est l'angle où l'objet paraît le moins lumineux. Et comme toute chose a une fin, le quasar n'échappe pas à la règle, et ce phénomène aussi fascinant que mystérieux a malheureusement lui aussi son heure d'arrêt. Si vous avez bien suivi, vous savez que le trou noir consomme la matière qui gravite autour de lui, c'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion pour rappel. Et ce disque n'est évidemment pas une réserve infinie pour les gigantesques gloutons noirs, il arrivera au moment où la dernière particule de matière sera absorbée, le disque disparaîtra, les jets de gaz se dissiperont dans le vide, le quasar mourra et laissera tout simplement le trou noir seul au centre de la galaxie qui l'entoure. Une bien triste fin pour ce magnifique phénomène qui est encore aujourd'hui rempli de mystères et d'interrogations. C'était le deuxième épisode de la série sur l'espace, j'espère que le sujet vous a plu autant qu'à moi. Ceux et celles qui me connaissent depuis un petit moment savent déjà que je suis un grand amateur de tout ce qui touche à l'espace. Je vous rappelle que j'ai mis en place Tipeee où vous pouvez donner quelques pièces afin de soutenir la chaîne et ainsi me permettre d'investir dans du matériel plus performant et ainsi garder le rythme que je me suis imposé, vous trouverez le lien dans la description. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le commentaire que je lirai soyez-en sûr et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je vous donne rendez-vous fin de la semaine prochaine pour un nouvel épisode, alors en attendant, prenez soin de vous les amis, ciao!